Stéphane, bonjour. Ouais, bonjour Jim et bonjour aux auditeurs. Alors Stéphane, Jim, j'ai une question préalable Je peut-être. vous Qu'est-ce que écoute. c'est qu'un scrupule? Alors je la sentais venir, cette question. En tout cas, je sentais que ça allait concerner cette tombe-là. Le scrupule, c'est un tire-bouchon. Ah, c'est un tire-bouchon. Voilà, Mais j'ai aussi screw bien and pull. accepté la liste des prix, hein. Le premier prix, une semaine de vacances en Israël. Deuxième prix, 2 semaines de vacances en Israël. Troisième prix, 3 semaines de vacances en Israël. Bah écoutez, ça ce sera quand vous organiserez la prochaine tombola, Stéphane. Alors Stéphane, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein, parce qu'on a plein Ouais. de sujets sérieux, dont le déplacement de l'ambassade américaine. On a également le sujet de Tzipi Livni, hein, qui devait venir en Belgique cette semaine et qui aurait dû être interpellé par la justice belge. On viendra également sur des articles parus dans Le Soir sur le sujet. On parlera ensuite de l'affaire du village bédouin en Israël. Il y a eu 2 morts cette semaine. Enfin, on parlera de l'affaire Azaria. Les procureurs estiment entre 3 et 5 ans d'emprisonnement pour le sergent. Mais on passe tout de suite à Donald Trump, qui va devenir aujourd'hui le 45e président des États-Unis. On reviendra dans un instant, hein, sur les relations israélo-américaines. Mais tout d'abord, comme le veut la tradition, avant la cérémonie d'investiture, les Obama et les Trump vont boire le thé ensemble durant 1 heure. Et Stéphane, en préparant cette interview, vous m'avez dit que les relations sont tellement chaudes que durant l'heure, le thé pourrait se chauffer tout seul. Oui, là, il y aura chaud sur la table, Jim. Aucun doute. Pas seulement à cause d'Israël, d'ailleurs, hein. Barack Obama s'est activé à pourrir la vie à l'avance de Donald Trump. Et je pense pas qu'il y ait une possibilité que les deux hommes aient cette heure de discussion avec leur famille, d'ailleurs. Et que cette heure se passe très agréablement. Alors, l'intelligence voudrait qu'ils mettent leurs différends de côté et qu'on reste dans le symbolique, qu'on reste d'ailleurs toute la journée dans le symbolique, prestation de serment, etc. Il devrait pas y avoir de signification au-delà du symbolisme. Donc ça, c'est si les deux sont intelligents, mais j'ai l'impression qu'ils se détestent quand même quelque part, parce que, surtout, Barack Obama n'aurait pas agi comme il l'a fait s'il voulait une transition harmonieuse avec son successeur. Donc, ça peut également faire des étincelles. On peut également s'attendre au fait qu'il se serre pas la main. À mon avis, c'est pas ce qui se fera. Il y en a un qui a envie de sortir et de laisser son empreinte dans l'histoire, et puis l'autre qui arrive et qui veut pas peut-être commencer sa carrière sur un incident. Quoique, on sait que Donald Trump est quelqu'un de très spontané et qui prend pas forcément le temps d'attendre, et que ce qui lui passe par la tête lui passe par la bouche tout de suite après. Donc ça risque d'être très intéressant. Puis il y a un autre détail qu'il faut donner au sujet de cette rencontre, c'est qu'immédiatement après, ils vont se rendre au prochain lieu de cérémonie dans la même voiture. C'est au Sénat pour la prestation de serment. Donc, partager la même limousine avec 1 heure préalablement à couteau tiré, c'est pas la meilleure recette. Et il faut espérer que les choses se passent quand même plutôt bien. On va voir. On verra Stéphane, on va parler tout de suite, si vous le voulez bien, des relations israélo-américaines et de cette promesse de campagne, hein, de Donald Trump. Alors c'est pas le premier président américain à faire cette promesse, il voudrait déplacer l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Mais ce matin, I24 News annonce en exclusivité que selon des responsables palestiniens à Ramallah qui ont demandé l'anonymat, ils apprennent que le président Trump tiendra sa promesse de déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, et qu'il devrait d'ailleurs l'annoncer assez rapidement. Stéphane, est-ce que vous y croyez ? Alors, anonymat, I24 TV, pour nous, c'est pas une salade qui prend. On va voir, pas à cause ni des anonymes de Ramallah, ni des gens de I24 TV, mais parce que c'est tout simplement, et comme vous l'avez dit, Donald Trump a annoncé qu'il allait effectuer ce transfert d'ambassade, et puis aussi parce qu'il a choisi déjà des gens qui n'accepteraient pas que ce transfert ne se fasse pas après ses promesses. Je pense à l'ambassadeur qu'il a nommé, l'avocat Foreman. C'est évident que Foreman n'envisage pas une seconde, n'a jamais envisagé d'être ambassadeur des États-Unis ailleurs qu'à Jérusalem. Et puis, il a également nommé
comme négociateur, je dirais à la place, le type qui fera le job de John Kerry, ça va être Jared Kushner, son beau-fils, c'est assez intéressant aussi ça. Et Jared Kushner est un Israélite pratiquant et qui n'a non plus aucune intention d'accepter que cette promesse de campagne ne soit pas tenue, surtout qu'on a appris pendant la nuit, et ça c'est une nouvelle de la MENA, que Avi Berkovitch, qui est en fait le cerveau de la télévision de Donald Trump, qui a bien sûr plusieurs chaînes de télévision, a été nommé comme assistant de Jared Kushner. Donc on va avoir des Israéliens ou des Juifs qui vont se rendre à Ramallah et qui vont négocier avec l'autorité palestinienne, avec Mahmoud Abbas, l'avenir des relations entre l'autorité palestinienne et Israël. Je crois que ça va être tout à fait nouveau, tout à fait intéressant. Et puis, comme Hérault l'a dit en commandant une question d'un journaliste, ce serait une provocation. Alors, d'abord, Donald Trump aime bien les provocations. Ensuite, si on imagine que c'est une provocation que Jérusalem devienne la capitale pour la communauté internationale de l'État d'Israël et de la nation d'Israël, eh bien, alors, on risque fort d'avoir une provocation. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que Jared et maintenant Berkovitch ne peuvent pas venir les mains vides, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas dire tout simplement ce qu'aimerait beaucoup d'ailleurs Monsieur Netanyahou, les choses restent ce qu'elles sont maintenant, tout va bien, vous restez dans votre coin, il n'y a pas d'évolution. Parce que les choses ne dépendent pas uniquement des États-Unis et de la volonté de Benjamin Netanyahou. Elles dépendent aussi des 4,5 millions de Palestiniens qui vivent dans la région. Et comme le dit souvent Sami El-Soudi, notre chef de la MENA palestinienne, ces gens ne vont pas s'évaporer dans les terres, dans le ciel. Ils mangent, ils doivent travailler, ils ont leurs besoins, ils ont aussi au niveau intellectuel, au niveau national, ils ont leurs espérances. Et si on coupe les espérances, eh ben on prépare la 4e, la 5e, et la 7e, et la 24e intifada. Donc il faut quelque part qu'il y ait une solution. On peut pas se permettre de se poser sans avoir de projet. 4,5 millions de personnes, c'est quand même beaucoup de gens. Et de la qualité de leur futur dépendra le nôtre. Donc, il faut qu'ils viennent avec une proposition. On a aussi, nous, parlé avec plusieurs responsables, avec des gens qui font le même métier que nous. Et l'impression qu'on a, c'est que les Américains vont tenter de diminuer l'importance de l'autorité palestinienne et de l'État palestinien. C'est-à-dire que quand on parle d'État palestinien, ça peut être en État avec tous les principes de souveraineté, avec un ministère des Affaires étrangères, avec des délégations partout, avec un rôle plein sur la scène internationale, ou ça peut être en petit État. Je veux dire, c'est soit une très grande autonomie, soit en mini-État. Et jusqu'à maintenant, on a parlé d'un État avec tous les principes de souveraineté. Je pense que ce que les Américains vont dire, c'est, et bien entendu, je résume parce que sinon ça nous prendrait la matinée, c'est vous êtes l'autorité palestinienne, vous êtes plus petit et avec une économie, une importance moindre que la plupart des départements français. Donc, reprenez votre place. Vous n'êtes pas sur le même échelon qu'Israël. Nous n'avons pas envie, il n'y a pas la place entre la rivière, donc le Jourdain et la mer pour un État avec ce qu'on imagine comme étant un État en Europe. Vous allez avoir votre État, vous abandonnez complètement le terrorisme, vous abandonnez votre rhétorique, vous abandonnez votre système d'éducation à la haine et d'encensement des terroristes. Et puis on va élargir votre autonomie, on va le faire pas à pas, c'est-à-dire qu'on va contrôler, ça va se faire sur 10 ans, sur 15 ans. Et à chaque échelon, on va pouvoir revenir en arrière. Et pendant une très longue période, les Israéliens auront droit de regard et droit d'intervention sur ce qui se passe chez vous, notamment s'il y a des alliances avec le Hamas, ou si le Hamas ou d'autres islamistes prenaient le pouvoir en Cisjordanie. Voilà le plan, et le seul plan qui pourrait être proposé par les Américains, très probablement d'entente avec Benjamin Netanyahou. Ce qui est sûr, c'est que ces deux pays travailleront ensemble. Et face à cela, et s'ils ne disposent pas de l'appui
des grands pays sunnites et surtout de l'Arabie saoudite, eh bien l'autorité palestinienne n'aura pas son mot à dire. Elle va être nanisée, minimisée au maximum. Et ce qu'on sait aussi, et on le sait de sources absolument sûres, et c'est absolument clair, c'est que pour l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Jordanie, enfin tous les grands pays sunnites, les pays du Golfe, eh bien la redescription de la position des États-Unis par rapport à l'Iran, notamment au sujet de l'accord avec l'Iran, tout le monde attend bien avec beaucoup plus d'importance que le transfert symbolique de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, quelle va être la décision prise par Donald Trump à propos de cet accord avec l'Iran. On l'a entendu très souvent pendant la campagne dire qu'il allait tout simplement l'annuler. Eh bien, cette option, cette direction que pourrait prendre Donald Trump plaît aux grands pays arabes, aux grands pays sunnites, est beaucoup plus importante que l'évolution de la situation pour l'autorité palestinienne. Donc, si le deal qui est proposé, c'est un repositionnement des États-Unis qui abandonnerait l'option iranienne qu'a choisi Barack Obama pour revenir à l'option arabe sunnite d'un côté, et puis de l'autre côté, geler, ralentir, minimiser l'impact de l'affaire palestinienne, eh bien, les pays arabes seront tout à fait d'accord, et puis personne dans les 4 ou 8 ans qui viennent ne parlera beaucoup de Mahmoud Abbas dans la presse internationale, Jim. C'est comme ça que ça se passe. En tout cas, de Tzipi Livni, on en a parlé dans la presse belge cette semaine. Stéphane, l'ancienne ministre israélienne, elle aurait en fait dû venir en Belgique cette semaine. Elle n'est pas venue pour cause de santé, mais si elle était venue, elle aurait été interpellée cette semaine. Alors c'est dans le cadre de l'ancienne, je pense, loi de compétences universelles en Belgique. C'était concernant l'opération Plomb durci en Israël, où elle est accusée de crimes de guerre. Alors Stéphane, est-ce que, avant de revenir sur les articles qui sont parus dans le soir, est-ce que ça peut vraiment ternir les relations belgo-israéliennes, ce genre d'affaires ? Elles sont ternies. Ici, à l'énoncé que vous venez de faire de cette loi de compétences universelles, je me tiens à ma chaise pour pas bondir. Il y a d'abord un choix, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est une association des intérêts belgo-palestiniens qui a posé cette plainte contre tous les dirigeants israéliens. Ce qui signifie qu'au jour d'aujourd'hui, Netanyahou peut pas venir en Belgique, le ministre de l'Information non plus, Avigdor Lieberman, le ministre de la Défense non plus, les spécialistes de la lutte antiterroriste, dont les Belges ont quand même un petit peu besoin, peuvent pas venir non plus. Enfin, ils peuvent venir, mais ils peuvent venir non pas pour faire leur travail, pour présenter des idées, pour continuer la coopération entre les deux pays, mais ils peuvent venir pour subir un interrogatoire comme des chiens, par une justice qui est pas forcément très très fiable, parce que nous qui avons traité le dossier du Rwanda, on se rappelle, et certains auditeurs doivent s'en rappeler aussi, de l'histoire du père Tenis, le père Tenis qui a été reconnu coupable de coopération, de collaboration, collusion dans le génocide de 700 000 Tutsis au Rwanda, qui a été condamné à la prison à vie, je crois. Et le ministre belge de la Justice, justement, est allé à Kigali pour proposer qu'il purge sa peine en Belgique. Voilà la justice belge. Il est arrivé à Zaventem et il n'a pas fait une journée de prison. Il a été libéré sur l'aéroport avec les honneurs, puisque quelques semaines après, il recevait le prix flamand Église et Patrie. Alors, est-ce que Tzipi Livni doit être jugé par ce genre de justice, par ce genre de ministre de la Justice? C'est pas possible. Après, je pense pas que ce soit les mêmes ministres de la Justice qui officient à l'époque et qui officient aujourd'hui. Mais Stéphane, je voulais aussi revenir avec vous, hein, j'accélère parce qu'il est déjà 8h passé de 16 minutes, revenir avec vous sur l'article qui est paru dans Le Soir, hein, d'un journaliste que certains de nos auditeurs doivent déjà connaître. Alors, le journaliste cite en fait l'ABP, c'est l'association belgo-palestinienne. Je vais vous lire quelques lignes de l'article. L'ABP... Je l'ai en face des yeux, mais c'est pour les auditeurs. Oui,
c'est pour les auditeurs. Alors l'ABP rappelle que plomb durci, ce fut 1500 tonnes de bombes larguées depuis les airs sur les quartiers résidentiels de la bande de Gaza, des dizaines de milliers d'obus d'artillerie tirés à partir de chars d'assaut, détruisant des milliers de maisons, mais aussi des hôpitaux, des écoles et des mosquées. Les statistiques établies par diverses ONG et reprises par les Nations Unies estiment le nombre de victimes palestiniennes sur 23 jours d'offensive entre 1387 et 1434, dont 960 civils, plus de 410 enfants et une centaine de femmes. Alors voilà pour la citation de l'article. On n'a pas pu vous le lire en entier, mais ce que je peux vous affirmer, vous pourrez le retrouver, c'est qu'on ne parle pas du tout des raisons de cette guerre, ni des victimes ou des dégâts côté israélien. Ça vous a choqué aussi, Stéphane, j'imagine? C'est une incitation à la haine. C'est-à-dire que si je suis un jeune musulman belge qui lit cela, justement, sans médiation, sans expliquer pourquoi il y aura eu ce nombre de morts, et surtout, c'est bien entendu les chiffres du Hamas, eh ben j'achète une Kalachnikov et je tire sur Radio Judaïka. Tout simplement, je veux dire, il y a des analyses qui sont difficiles à faire, mais ça, c'est de l'incitation à la violence, incitation au désordre civil, accusation contre une communauté, contre une nation, sans du tout que le rédacteur en chef du soir ne fasse son travail de réduire, c'est-à-dire que Monsieur Baudouin-Lousse, je ne l'appellerai pas en confrère parce qu'on fait visiblement pas le même métier, mais de lui dire, ok, tu présentes ces faits, tu dis que c'est la présentation du Hamas, et puis tu présentes également la position israélienne. Comme ça devient un article de journal. Ça, c'est pas un article. Ça, c'est de l'incitation nette à la violence. C'est dire, il y a des criminels, on parle même pas d'État, les criminels, les assassins qui ont tué des enfants, 960 civils, en y prenant probablement d'ailleurs du plaisir, parce qu'il faut être sadique pour faire quelque chose comme ça sans avoir été provoqué. Donc, il y a ces assassins, ils existent, ils ont des frères ou des cousins en Belgique. Voilà, c'est inimaginable qu'on respire le même air qu'eux. C'est fondé des ambitions et des carrières de terroristes. Et si la Belgique est sérieuse quand elle parle de faire la lutte au terrorisme, qui est un problème majeur en Belgique, majeur, et surtout avec cette population sensible de musulmans belges ou de musulmans émigrés non belges, eh bien il faut qu'elle fasse attention, qu'elle mette des gants. Et là, on ne parle pas de limiter la liberté de la presse, on parle de faire du journalisme, ce qui est totalement différent, et d'empêcher ces incitations. Parce que j'ai aussi entendu, à part la loterie qui a été sujet d'une plaisanterie au début de l'émission, eh bien, j'ai aussi entendu de la publicité pour les jeunes après le lycée, pour les jeunes israélites de Belgique, de partir en Israël. Il se passe quand même des choses très graves. C'est pas du tout anodin. Il y a des gens dont la famille a vécu peut-être pendant des générations qui se disent maintenant ça devient plus vivable. Et ce que je veux dire ici, c'est grâce à Monsieur Baudouin-Lousse que c'est plus vivable. Et c'est grâce au rédacteur en chef du soir. Merci Monsieur le rédacteur en chef que c'est plus vivable. Faites votre métier de rédacteur en chef, de journaliste. Et c'est grâce au ministre de tutelle qui fait pas non plus son métier, à l'organisme de surveillance qui fait pas non plus son métier et qui laisse publier des incitations à la haine, des incitations au racisme comme celle-là. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que la situation évolue très très rapidement. Il y a quelques années, chaque semaine, j'étais sur un autre support médiatique que Radio Judaïka en Belgique, notamment la RTBF, RTL, etc. C'est fini. C'est-à-dire que personne ne m'a jamais accusé d'être un extrémiste, ni la plupart, en tout cas, des journalistes de la MENA. Mais on n'a plus le droit de citer sur les chaînes belges. Et les médias belges sont abandonnés à Monsieur Baudouin-Lousse et à ses semblables. C'est devenu la norme. Et c'est nous qui sommes des extrémistes, nous qui prônons une solution négociée, nous qui prônons la collaboration, la coopération entre les États, entre les universités, entre le savoir et pour la paix. C'est nous qui sommes les extrémistes et on n'a plus le droit de nous exprimer sur des médias. Et quand très très rarement on est interrogé, c'est vraiment un interrogatoire, c'est plus du tout une interview. On est sur le banc des accusés, on a à répondre des accusations comme celle ici de l'association belgo-palestinienne. C'est très grave, la situation est explosive, elle fait des morts, hein, je le rappelle. Les mots tuent plus que les kalachnikovs.
Stéphane, les mots tuent plus que les kalachnikovs. On va devoir conclure sur cette triste citation. Il est 8 heures passées de bientôt 22 minutes. C'est déjà, Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce Bruxelles Métula comme tous les vendredis. Ouais, j'attends la reprise de la Coupe d'Europe de football pour qu'on puisse parler de choses un petit peu plus légères, parce que la situation est vraiment pas bonne. Et j'imagine le sentiment des gens, des adultes, des gens de ma génération, quand ils entendent ces publicités pour le départ des étudiants, pour sauver, pour leur promettre, pour une protection, pour leur promettre d'avoir une vie meilleure, une vie plus sûre que celle qu'ils ont en Belgique. Les autorités belges, si elles veulent maintenir la paix civile et sociale, devraient quand même réfléchir à ce phénomène. Et je vous souhaite quand même à tous un excellent week-end. À vous aussi Stéphane et à tous vos collaborateurs de la